Antoine, mon frère chéri, l'éternel favori. Nos parents ont toujours tout fait pour lui. Mais quand il a mis en péril le vignoble familial, j'ai dû agir et révéler un secret qui allait tout changer. Je m'appelle Élise Dubois et jusqu'à récemment, je pensais que ma vie était une mélodie douce amère, ponctuée de quelques notes aigres, mais globalement harmonieuses. J'avais tort. La cacophonie était en approche, orchestrée par mon frère Antoine. Antoine, du haut de ses 32 ans, était la quintessence de l'enfant gâté, le soleil autour duquel gravitait notre univers familial. Beau parleur, charmeur, un sourire ravageur et une absence totale de sens des responsabilités. Moi, Élise, 35 ans, l'aînée, celle qui avait la tête sur les épaules, selon l'expression consacrée. Traduction, celle qui se débrouillait seule, celle à qui on ne demandait jamais son avis, celle dont les succès étaient minimisés, non, tandis que les médiocres exploits d'Antoine étaient célébrés comme des triomphes. Depuis l'enfance, c'était ainsi. Antoine voulait un nouveau vélo dernier cri. Il l'avait. Je rêvais d'un séjour linguistique en Angleterre. Ce n'est pas raisonnable, Élise. Tu sais, l'argent ne pousse pas sur les arbres. Et puis Antoine a besoin de nouvelles chaussures de foot. Des chaussures de foot à 200 €, bien sûr, usées en 2 mois. Mon vieux vélo, lui, grinçait toujours, mais il faisait l'affaire. Après tout, je n'étais pas le préféré. Ce favoritisme parental, je l'avais intégré, digéré, transformé en une sorte de carapace stoïque. J'avais appris à me suffire à moi-même, à ne rien attendre de personne, sauf de moi-même. J'avais travaillé dur, obtenu un diplôme en œnologie avec mention, puis rejoint le domaine viticole familial, les coteaux ensoleillés, dans la région de Bordeaux. Le vignoble, c'était notre héritage, le legs de nos grands-parents, un lieu chargé d'histoire et de tradition. Je l'aimais passionnément. La terre, les vignes, le cycle des saisons, l'alchimie du vin, tout en moi, vibrait pour ce domaine. Antoine, lui, papillonnait de petits boulots en aventures éphémères. Commercial dans le vin, tiens donc. Ironie du sort. Mais commercial de salon, plutôt. Costume impeccable, discours rodé, mais aucune connaissance réelle du produit, aucune passion pour la terre. Ses affaires se soldaient invariablement par des échecs retentissants. Mais étrangement, il retombait toujours sur ses pieds. Papa et maman étaient là, bien sûr, pour éponger les dettes, financer un nouveau projet prometteur, rassurer leur petit génie, maladroitement incompris par le monde. Moi, pendant ce temps, je me levais à l'aube pour arpenter les vignes, je me salissais les mains, je travaillais sans relâche pour améliorer la qualité de nos vins, pour perpétuer l'excellence du domaine. Mes efforts portaient leurs fruits. Les coteaux ensoleillés gagnaient en notoriété. Nos cuvées étaient de plus en plus appréciées, reconnues. Mais aux yeux de mes parents, c'était Antoine qui brillait. Tu vois, Élise, Antoine est fait pour le commerce, le contact humain. Toi, tu es plus dans ton monde, avec tes vignes. Jusqu'à ce jour fatidique de septembre. Le soleil d'automne dorait les feuilles de vigne. Les vendanges battaient leur plein. L'atmosphère était effervescente, joyeuse, malgré la fatigue. Ce matin-là, pourtant, une ombre planait sur le domaine. Papa nous avait convoqués, Antoine et moi, dans le bureau, la pièce aux murs lambrissés, chargée du parfum boisé des vieux meubles et des secrets de famille. Maman était là, bien sûr, assise à côté de papa, un sourire crispé plaqué sur le visage. Antoine, lui, affichait une mine triomphante, presque insolente. J'ai senti un mauvais pressentiment me saisir. « Mes enfants, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. » Commença papa, la voix un peu tremblante. Comme vous le savez, la question de la succession du domaine se pose. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. La succession. J'y avais pensé, bien sûr, mais toujours avec une certaine distance, comme une éventualité lointaine. J'avais toujours cru, naïvement peut-être, que la logique prévaudrait. Que le vignoble reviendrait à celui ou celle qui lui avait consacré sa vie, qui avait démontré sa compétence, sa passion. Moi. Nous avons longuement réfléchi, votre mère et moi, poursuivit papa, évitant mon regard, les yeux fixés sur ses mains jointes sur le bureau. Et nous avons décidé de confier la direction du domaine à Antoine. Le silence se fit lourd, oppressant, déchiré seulement par le tic-tac de la vieille horloge comtoise dans un coin de la pièce. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Le monde autour de moi s'est mis à tourner, le bureau a semblé se rétrécir, se refermer sur moi comme un piège.
Quoi? Ai-je réussi à articuler, la voix étranglée. Mais pourquoi? Maman a pris la parole avec un ton mielleux, faussement rassurant, qui m'a toujours agacée. Écoute ma chérie, tu sais bien qu'Antoine a le sens du contact, le talent pour gérer les affaires. Toi, tu es tellement doué pour la vigne, la production. Vous serez complémentaires, vous travaillerez ensemble. Complémentaires? Ai-je répété, incrédule. Mais je gère le domaine depuis des années. J'ai fait augmenter le chiffre d'affaires, j'ai amélioré la qualité des vins. Antoine a ricané, un petit rire condescendant qui m'a glacé le sang. Calme-toi, Élise. Ce n'est pas la peine de faire une crise. Tu seras toujours là pour faire ton petit vin, tranquille dans tes vignes. Moi, je m'occuperai de la partie intéressante, la gestion, le commerce, le prestige. Il a insisté sur le mot prestige, avec une arrogance insupportable. Le prestige? Ai-je soufflé, les poings serrés. Tu parles du prestige d'empiler les dettes et de dilapider l'argent familial? Papa a levé la main, un geste las, implorant. Élise, ne sois pas injuste. Antoine va apprendre, il a besoin d'une chance. Et puis, c'est un garçon, c'est normal que... Normal que quoi? Ai-je explosé, incapable de contenir plus longtemps ma colère, ma frustration, mon dégoût. Normal qu'il hérite parce qu'il a un chromosome Y? Normal qu'on récompense l'incompétence et la fainéantise? Normal que mon travail acharné ne vaille rien? Les mots ont fusé, amers, violents, chargés de toutes les injustices accumulées depuis l'enfance. J'ai vidé mon sac, déversé mon fiel, ma rage. Papa et maman ont encaissé, le visage fermé. Antoine, lui, souriait toujours, un sourire narquois, presque amusé. J'ai fini par me taire, épuisé, le souffle court, les yeux brûlants de larmes contenues. Le silence est revenu, plus lourd encore qu'avant. Bon, a fini par dire papa d'un ton tranchant comme pour clore le débat. C'est décidé. Antoine prend la direction. Élise, tu continueras à t'occuper de la production sous sa supervision. C'est tout. Sous sa supervision? Ai-je répété, incrédule. Vous plaisantez? Je suis œnologue, je connais ce domaine sur le bout des doigts, et je devrais me placer sous la supervision de lui. J'ai pointé Antoine du doigt, avec un mépris ostensible. Il a haussé les épaules, l'air de dire « Pourquoi pas ?» J'ai senti mon sang bouillir. Trop, c'était trop. Toute ma vie, j'avais ravalé ma colère, accepté l'injustice, fait profil bas. Mais là, la coupe était pleine. Le vignoble, c'était plus qu'un simple héritage. C'était une partie de moi, de mon âme. Laisser Antoine le gâcher, le saboter, le transformer en une coquille vide, c'était impensable. J'ai pris une profonde inspiration, me redressant de toute ma hauteur, les yeux fixés sur mes parents. Très bien, ai-je dit, la voix soudainement calme, glaciale. Vous voulez confier le domaine à Antoine? Faites comme vous voulez. Mais je vous préviens, je ne travaillerai pas sous ses ordres. Je ne cautionnerai pas cette mascarade. Je démissionne. Le silence a de nouveau régné, plus pesant que jamais. Papa et maman m'ont regardé, bouche bée, comme si je venais de leur annoncer que j'allais me raser la tête et rejoindre un monastère bouddhiste. Antoine, lui, a enfin perdu son sourire. Un éclair de panique a traversé son regard. « Tu démissionnes ?» a balbutié maman, incrédule. « Mais tu ne peux pas faire ça. Tu es indispensable au domaine. »« Indispensable, vraiment ?» ai-je ironisé. Je croyais que c'était Antoine le génie incontournable. « Ne dis pas de bêtises, Élise, » a repris papa, sur un ton plus autoritaire. « Tu es émotive, tu réagis à chaud. Réfléchis bien, tu vas le regretter. Ce domaine, c'est ta vie. » Justement, ai-je répondu, le regard dur. Ce domaine, c'est ma vie, et je refuse de le voir détruit par l'incompétence et le favoritisme. Alors oui, je démissionne. Et je pars. Je me suis levée, laissant mes parents et mon frère pétrifiés, les yeux exorbités. J'ai quitté le bureau, claquant la porte derrière moi. Un geste théâtral peut-être, mais tellement satisfaisant. Dans les jours qui ont suivi, j'ai fait mes cartons, préparé mon départ. Mes parents ont bien sûr tenté de me faire revenir sur ma décision. Tu vas gâcher ta carrière, tu es folle de partir, pense à la famille, tu vas le regretter amèrement. Le refrain habituel. Antoine, lui, s'est montré étrangement silencieux, presque absent. Je crois qu'il commençait à réaliser l'ampleur du désastre. Se retrouver seul aux commandes, sans ma supervision, le terrifiait, je crois. Mais ma décision était irrévocable. J'avais trouvé un petit appartement à Louviers, une charmante ville normande, loin, très loin de Bordeaux et des vignes.
J'avais besoin de couper les ponts, de prendre du recul, de respirer un autre air. J'avais un peu d'argent de côté, de quoi tenir quelques mois. Je me disais que je trouverais bien quelque chose à faire. Peut-être travailler dans un autre domaine, ailleurs, ou me lancer dans un projet personnel, ouvrir une cave à vin, un bar à dégustation. Je ne savais pas encore. Mais j'étais libre. Libre de mes choix, libre de mon avenir. Et ça n'avait pas de prix. Quelques semaines après mon départ, un samedi matin brumeux d'octobre, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai hésité puis j'ai décroché. Élise Dubois? C'est Maître Lefebvre, notaire. Je vous appelle concernant la succession de votre grand-père, Paul Dubois. La succession de mon grand-père, il était décédé il y a plus de 20 ans. J'ai froncé les sourcils, perplexe. Oui, c'est bien moi. Que se passe-t-il? Il y a une clause particulière dans le testament de votre grand-père, dont je viens de prendre connaissance. Une clause concernant le domaine viticole, les coteaux ensoleillés. Mon cœur a de nouveau accéléré. Une clause particulière? Je n'en avais jamais entendu parler. Votre grand-père a stipulé que le domaine devait être géré conjointement par ses 2 petits-enfants, Antoine et Élise, a poursuivi le notaire, d'une voix monocorde. Avec des parts égales, et une obligation de décision commune pour toutes les décisions importantes concernant le domaine. J'ai cru rêver. Une clause de gestion conjointe? Mon grand-père avait prévu ça? Mais pourquoi? Il a ajouté une précision, a repris le notaire, en cas de désaccord persistant entre les 2 héritiers, ou si l'un des 2 renonce à ses responsabilités, une clause de sauvegarde est prévue. Dans ce cas, la gestion du domaine est confiée à un administrateur judiciaire externe désigné par le tribunal et les bénéfices sont mis sous séquestre, en attendant une résolution. J'étais scotché, bouche bée, incapable de prononcer un mot. Mon grand-père, il avait tout prévu. Il avait anticipé les conflits, les injustices, les dérives. Il avait mis en place un système de protection, une sorte de garde-fou pour préserver l'intégrité du domaine et assurer une équité entre ses petits-enfants. Maître Lefebvre, ai-je fini par dire, la voix encore tremblante d'émotion. Êtes-vous certain de ce que vous avancez? Cette clause, elle est bien valable? Absolument, mademoiselle Dubois. Le testament est formel et enregistré depuis plus de 20 ans. Cette clause n'a jamais été appliquée, car jusqu'à présent, la gestion du domaine était assurée par vos parents. Mais suite à votre démission et à la prise de direction de votre frère, la situation a changé. Un sourire a lentement illuminé mon visage, un sourire de triomphe, de soulagement, de revanche. Mon grand-père, cet homme discret, silencieux, que j'avais toujours cru un peu effacé, avait une vision, une intelligence, une clairvoyance incroyables. Il avait veillé sur moi, en secret, par-delà la mort. Maître Lefebvre, ai-je dit, la voix maintenant ferme, déterminée. Je vous remercie infiniment de m'avoir contacté. Je crois que cette clause va changer beaucoup de choses. Et en effet, elle a tout changé. J'ai recontacté mes parents, leur annonçant la nouvelle. D'abord, l'incrédulité. Puis, la panique. Surtout chez maman qui a réalisé les conséquences désastreuses de leur décision. Antoine, lui, a oscillé entre le déni et la colère. C'est un coup monté, a-t-il hurlé. Élise a manipulé ce notaire, elle veut se venger. Mais la réalité était là, implacable. Le testament de grand-père était clair, intangible. Pour prendre la moindre décision concernant le domaine, Antoine devait désormais obtenir mon accord. Et moi, je n'avais aucune intention de lui faciliter la tâche. J'ai repris contact avec Maître Lefebvre, qui m'a expliqué la procédure à suivre. Il fallait convoquer une réunion avec tous les héritiers et leur présenter le testament. Puis, si un accord de gestion conjointe était impossible à trouver, saisir le tribunal pour demander la mise en place d'un administrateur judiciaire. La réunion de famille a eu lieu au domaine, dans le bureau de papa, celui-là même où l'annonce fatidique avait été faite. L'atmosphère était électrique, chargée de tension. Papa et maman étaient livides. Antoine bouillonnait de rage contenue. Moi, j'étais étrangement calme, sereine, presque détachée. J'avais la force du droit, la certitude d'être dans mon bon droit. Maître Lefebvre a exposé la situation avec sa froideur professionnelle, lisant à haute voix les clauses du testament. Le silence se faisait de plus en plus lourd, oppressant. J'ai vu la couleur quitter le visage de mes parents,
Le sourire arrogant d'Antoine se crispait, se transformait en grimace. Donc, en résumé, a conclu le notaire, Mademoiselle Dubois et Monsieur Dubois sont co-gérants du domaine à parts égales. Toute décision importante doit être prise d'un commun accord. À défaut, un administrateur judiciaire sera désigné. Papa a pris la parole, la voix rauque, presque inaudible. Mais c'est absurde. C'est impossible. Élise et Antoine, ils ne peuvent pas travailler ensemble, ils se détestent. Papa, et je dis calmement, je ne déteste pas Antoine. Je veux juste que justice soit faite. Ce domaine, il est aussi à moi, et je ne laisserai personne le détruire. Antoine a explosé, se levant d'un bond, le visage rouge de colère. Tu veux me ruiner, c'est ça? Tu es jalouse de moi, tu veux te venger. Antoine, assieds-toi, a ordonné papa, d'une voix lasse. Il avait enfin compris, je crois. Le château de cartes qu'ils avaient patiemment construit pendant des années s'écroulait sous leurs yeux. La question est de savoir ce que vous comptez faire, a repris le notaire d'un ton neutre. Soit vous trouvez un accord de gestion conjointe, soit je suis contraint de saisir le tribunal. Le silence est revenu, plus pesant encore que jamais. Personne ne parlait, personne ne bougeait. On entendait seulement le vent gémir à travers les arbres et le tic-tac implacable de l'horloge comtoise. J'ai pris une profonde inspiration, brisant le silence. Moi, je suis prête à trouver un accord, ai-je dit, le regard fixé sur Antoine. Mais à certaines conditions. Antoine m'a regardé, les yeux plissés, méfiants. Quelles conditions? Premièrement, ai-je dit, la direction du domaine sera assurée conjointement par nous deux, avec des responsabilités clairement définies et un droit de regard mutuel sur toutes les décisions importantes. Et deuxièmement, a insisté Antoine, impatient. Deuxièmement, ai-je continué, la voix ferme. Tu devras reconnaître publiquement que tu as été favorisé par nos parents depuis l'enfance et que mon travail au domaine a été injustement minimisé. Une sorte de mea culpa en quelque sorte. Antoine a failli s'étouffer. Quoi? Tu veux que je fasse mon mea culpa devant tout le monde? Tu es folle. C'est le prix à payer, Antoine, ai-je répondu sans ciller. Pour que l'équilibre soit rétabli, pour que la vérité soit enfin reconnue. Sinon, ai-je ajouté, je saisis le tribunal et nous aurons tous les deux un administrateur judiciaire sur le dos pendant des années. À toi de choisir. Le silence est revenu, plus lourd encore que les précédents. Antoine m'a dévisagé, les yeux noirs de rage, les mâchoires serrées. Puis, après une longue hésitation, il a fini par céder, à contre-cœur. Bon, d'accord, a-t-il grogné. Je ferai ton mea culpa ridicule, mais seulement devant la famille. Pas question de le crier sur tous les toits. Ça me suffit, ai-je répondu, un léger sourire aux lèvres. La première bataille était gagnée, mais la guerre était loin d'être terminée. Les semaines qui ont suivi ont été une période de négociations tendues, de compromis difficiles, de règlements de comptes larvés. Avec l'aide de Maître Lefebvre, nous avons élaboré un accord de gestion conjointe, précisant les rôles et les responsabilités de chacun, les procédures de décision, les modalités de partage des bénéfices. Antoine s'est montré réticent, procédurier, chipoteur. Il a fallu batailler sur chaque virgule, chaque mot, chaque paragraphe. Mais j'ai tenu bon, inflexible, ne cédant sur aucun point essentiel. Parallèlement, j'ai commencé à revenir régulièrement au domaine pour reprendre mes fonctions et superviser les vendanges, qui avaient pris du retard suite à mon départ. L'accueil des employés a été chaleureux, soulagé. Ils avaient bien compris ce qui s'était passé, et ils étaient heureux de me revoir. On a cru que vous ne reviendriez jamais, mademoiselle Élise, m'a confié Marie, la chef de culture, un jour. Le domaine sans vous, ce n'est plus pareil. Ces mots m'ont touchée, réconfortée. Je me sentais de nouveau à ma place, chez moi, au cœur de ce vignoble que j'aimais tant. Même si la cohabitation avec Antoine s'annonçait explosive. Le jour du fameux mea culpa familial, l'ambiance était électrique, presque palpable. Nous étions tous réunis dans le salon du domaine, papa et maman sur le canapé, Antoine et moi face à eux, comme des élèves indisciplinés convoqués devant le conseil de discipline. Maître Lefebvre était là, lui aussi un observateur silencieux. Antoine a pris la parole, le visage crispé, les yeux rivés sur le tapis. Il a débité un texte préparé à l'avance d'une voix monocorde, sans conviction, sans émotion. Je reconnais que,
J'ai peut-être été un peu favorisée par nos parents et que le travail d'Élise au domaine n'a pas toujours été suffisamment reconnu. C'était pathétique, ridicule, presque insultant. Mais c'était un début. Un premier pas vers la reconnaissance de la vérité. J'ai acquiescé d'un signe de tête sans rien dire. L'essentiel était dit. Les mois qui ont suivi ont été une période d'apprentissage, de tâtonnement, de compromis. Antoine et moi avons appris à travailler ensemble, tant bien que mal. Nos relations étaient toujours tendues, méfiantes, mais progressivement, une forme de respect mutuel a commencé à émerger. J'ai dû apprendre à déléguer, à partager le pouvoir, à faire confiance à Antoine, malgré mes réticences. Lui, il a dû sortir de sa zone de confort, se confronter aux réalités du terrain, à la complexité de la gestion d'un domaine viticole. Il a commis des erreurs, bien sûr, mais il a aussi fait preuve de bonne volonté, parfois même de surprenantes intuitions. Nos parents, eux aussi, ont changé. La crise de la succession les a obligés à ouvrir les yeux, à reconnaître leurs erreurs, leurs injustices. Ils ont commencé à me témoigner plus de respect, de considération. Ils ont même osé critiquer Antoine, parfois quand ses décisions étaient trop aberrantes. Un petit pas, là encore, mais significatif. 1 an plus tard, les coteaux ensoleillés avaient retrouvé leur équilibre, leur prospérité. Nos vins étaient toujours excellents, notre chiffre d'affaires en progression. Antoine et moi avions appris à collaborer, à faire des compromis, à mettre l'intérêt du domaine au-dessus de nos rancœurs personnelles. Nos relations fraternelles restaient complexes, imparfaites, mais une fissure s'était ouverte dans le mur de l'incompréhension, laissant filtrer un peu de lumière, un peu d'espoir. Un après-midi d'été, alors que nous travaillions ensemble dans la cave, à préparer un nouveau lot de mise en bouteille, Antoine s'est soudainement arrêté, me regardant droit dans les yeux. « Élise, a-t-il dit d'une voix étonnamment grave, je voulais te dire merci. » J'ai froncé les sourcils, surprise. « Merci? Pourquoi? »« Pour tout, » a-t-il répondu, un léger sourire au coin des lèvres. « Pour m'avoir forcé à grandir, à prendre mes responsabilités. Pour avoir sauvé le domaine malgré moi, et pour avoir été une sœur incroyable, même si je n'ai pas toujours été un frère à la hauteur. » J'ai senti une vague d'émotions me submerger. Pour la première fois depuis des années, Antoine me parlait avec sincérité, avec humilité, avec amour fraternel. « Merci à toi aussi, Antoine, ai-je répondu, la voix un peu tremblante, pour avoir accepté de changer, de faire des efforts, pour être devenu un frère que je peux enfin respecter. » Un long silence a suivi, un silence paisible, réparateur. Puis, Antoine a souri, un vrai sourire, franc, chaleureux. « Alors, a-t-il dit, en reprenant sa bouteille. On sabre le champagne pour fêter ça? » J'ai ri de bon cœur, pour la première fois depuis longtemps. « Pourquoi pas ?» ai-je répondu. Mais ce soir, c'est moi qui choisis le vin. Ce soir-là, sur la terrasse du domaine, sous le ciel étoilé de Bordeaux, Antoine et moi avons partagé une bouteille de notre meilleure cuvée, la fraternité, justement. Un vin puissant, complexe, équilibré, à l'image de notre relation, désormais. En levant mon verre, j'ai pensé à mon grand-père, à sa clairvoyance, à son amour. Il avait eu raison de croire en nous, de nous donner une seconde chance. Notre héritage familial était sauf, et notre fraternité, peut-être en voie de guérison. La mélodie de ma vie, enfin, retrouvait son harmonie, sa plénitude. Et cette fois, les notes aigres n'étaient plus qu'un lointain souvenir.